Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien. Bonjour, bonsoir, amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors, Gérard Fauré n'a pas tout dit. Pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Fauré, il se qualifie lui-même comme le prince de la cocaïne. Il a aujourd'hui 74 ans, il est rangé des affaires, mais ça a été un gros dealer de cocaïne et principalement du tout Paris. Mais il a eu une vie de roman et voilà, ce n'est qu'un détail de cette vie. Et aujourd'hui, il a fait énormément, et attention, il n'a pas vécu uniquement comme un nabab et comme un prince, il a quand même fait 18 ans de prison. Et il déconseille à tout le monde de tomber dans la cocaïne aujourd'hui. Et il raconte dans des livres et énormément de vidéos toute une partie de sa vie. Et principalement, donc, il balance, entre guillemets, ses clients de la haute, de Chirac à Johnny Hallyday, en passant par Michel Sardou et puis je ne sais pas qui. C'est hallucinant. Il faut vraiment écouter ces vidéos. Je t'en épinglerai une sur la dernière image de cette vidéo. Je vais pouvoir épingler maintenant des vidéos que je te conseille de regarder éventuellement. Donc tu verras qui est le personnage de Gérard Fauré. Et donc voilà ce qu'il balance. Et si tu veux, c'est vraiment très intéressant parce que tu vois à ce niveau-là la corruption de nos élites. Et surtout, il balance sur la pédocriminalité. Il en a vu des vertes et des pas mûres, et il ne fait pas de cadeaux. Par contre, voilà, pourquoi il ne dit pas tout? Mais parce qu'il parle surtout de ses clients, et très peu, voire pas du tout, de ses fournisseurs. Et c'est là où, si tu veux, comment te dire, on nous explique tout le temps que c'est les racailles dans les cités qui vendent de la drogue. C'est juste ça, tu vois pas plus loin. Mais on a l'impression à la limite que ça pousse dans les caves des cités. Mais pas du tout, il y a un grand marché international de la drogue. Et les petits voyous dans les cités, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Ce sont les fourmis. Mais au-dessus, il y a vraiment du lourd. C'est un marché qui est tenu par les États. Gérard Fauré l'aborde, si tu veux, toujours en douce quand il l'aborde, mais par exemple Pasqua, pour qui il a travaillé, la French Connection, voilà, ça c'est clair. Et puis il a aussi, de temps en temps, tu vois qu'il effleure ses rapports, voire mauvais rapports avec le Mossad. Et le Mossad, c'est bien connu, est bien implanté donc par exemple au Maroc, et il y a toute une mafia internationale liée au Mossad. Mais là, tu vois qu'il évite. Alors c'est pas que, à mon avis, c'est qu'il se protège évidemment, et qu'on le laisse écrire ses livres sur donc ces dénonciations de la corruption des élites, tant qu'il n'aborde pas de plein fouet ce sujet. Alors bon, moi je vais vite, pareil, survoler le truc, parce que ce sont des dossiers hyper profonds, je ne suis pas au courant de tout, mais malgré tout, il y a énormément d'éléments qui transpirent, si tu veux. Donc on va aborder ça vite fait. Le hashish, donc il y a plusieurs drogues, il y a le hashish, il y a la cocaïne, il y a l'héroïne, il y a l'ecstasy, il y a le captagon, et on va vite fait survoler tout ça. Le hashish, donc c'est le Maroc qui produit 50% du hashish mondial. Je l'avais lu dans un guide du routard. C'est pas une information secrète. Sinon, il y a le Liban qui produit beaucoup, l'Inde évidemment, mais maintenant la Hollande, la Californie, eux c'est surtout de l'herbe. Mais bon, le hashish est un dérivé de l'herbe. C'est légalisé. En Hollande, en Californie, je crois maintenant même au Canada, la consommation en tout cas est légalisée. Légaliser ne veut pas dire libéraliser, légaliser veut dire encadré par la loi. Ça permet à l'État de prendre une taxe. Ça me paraît plus cohérent. C'est comme sur le vin, l'État prend une taxe. Il vaut mieux que ça soit l'État plutôt que
voilà, qu'une mafia, si tu veux. Il faudrait que ça soit clair. Mais là, pour le coup, alors pourquoi justement c'est pas légalisé en France? Parce que l'État prend déjà sa part, de manière opaque. Le Maroc, si tu veux, c'est donc une monarchie, si on peut dire, mais c'est surtout une oligarchie héréditaire. Ce sont voilà, des grandes familles qui tiennent le Maroc. Et c'est un pouvoir autoritaire, ce qui fait que s'ils voulaient arrêter la production de hashish au Maroc, ça se ferait dans les 24 heures. Hein. Mais donc ce n'est pas le cas du tout. Et autant, si tu veux, voilà, si tu veux, alors c'est hallucinant, si tu veux, les quantités qu'ils produisent et qu'ils distribuent dans toute l'Europe. Et par exemple, pour te faire une idée, en France, on considère qu'il y a 7 millions de consommateurs réguliers. Et donc, on peut dire que ces consommateurs réguliers consomment 1 gramme par jour. C'est-à-dire qu'il faut 7 millions de grammes par jour pour alimenter le marché français, uniquement français. Il y en a autant en Italie, autant en Espagne, autant en Angleterre, autant en Allemagne, et tout ce que tu veux. 7 millions de grammes, ça fait 7000 kilos par jour. Hein, donc 7 tonnes par jour. Donc il faut, donc sur 30 jours, il faut 20 tonnes. 20 tonnes par mois, et à minima consommées en France. Et je te dis encore une fois, il y a tous les restes des pays d'Europe. Donc il faut peut-être distribuer 100 tonnes par mois. Je ne sais pas si tu vois les quantités que c'est. Alors on peut te faire croire que ce sont les petits producteurs du fin fond du Maroc avec leurs sandalettes qui arrivent à alimenter et à distribuer surtout, qui arrivent à distribuer cette drogue partout en Europe. Tu en trouves dans toutes les villes de France. Hein. Tu penses bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou alors, enfin, on a les douaniers les plus nuls du monde. Hein, toi, ils te disent de temps en temps, je crois que Darmanin, là, il vient de faire un cocorico parce qu'il a attrapé 1 tonne. Si tu veux, voilà. Donc, comment ça marche? Eh ben, on laisse filer 20%, 30%, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, de ce marché par les petites gens, les petits aventuriers qui vont avec des go fast traverser l'Europe. Hein, on nous fait un peu tout un roman autour de ces personnages, mais en vérité, l'essentiel du hashish et sa distribution est organisée d'État à État. Hein, les douaniers et les voleurs, c'est juste pour voilà, pour se donner une bonne image, hein, même pas une bonne conscience. Mais c'est organisé d'État à État. La drogue voyage dans des avions militaires, du Maroc à l'Espagne, à la France, etc., etc. Du Liban, hein, on se souvient de la guerre du Liban où la France fournissait des armes aux chrétiens du Liban qui, eux, sont dans je crois qu'on l'appelle la plaine de la Beka ou quelque chose comme ça, dans les zones ce sont les chrétiens qui fabriquent le hashish au Liban, en partie, et ils nous payaient avec du hashish, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, c'était la guerre civile. Et le hashish était revendu à Paris, petit bout par petit bout, par les fourmis, et comme ça, on pouvait se payer les armes qu'on leur avait fournies. Kouchner était là, il s'était fait gauler avec un bateau humanitaire pour le Liban qui était rempli d'armes. Donc, bon, voilà, le hashish, tu vois, et Gérard Fauré le dit, hein, Pasqua, le hashish, il connaissait, c'était son affaire. Alors aujourd'hui, en plus, il y a une grande hypocrisie, c'est que, oui, alors ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, sur les fourmis, donc tu peux en arrêter quelques-uns, le marché continue d'être alimenté, bien sûr. Hein, ce sont des coups d'épée dans l'eau quand tu arrêtes un petit. Et Chirac, dont le ministre de l'Intérieur avait été Pasqua, l'avait très bien dit, il avait dit on tape sur les petits, hein, comme ça on va casser le marché en tapant sur les petits, sur les racailles et les voyous. Et donc ça veut dire on laisse peinard les gros, hein, on ne fait pas d'enquête vers les gros distributeurs, les gros producteurs. Et donc, il y a une immense hypocrisie aujourd'hui en France, puisque dans toutes les villes de France maintenant, il y a des magasins légaux qui ont pignon sur rue, parfois ce sont les tabacs, et ils vendent du CBD. Le CBD, on va dire que c'est un hashish pas fort.
ou une herbe moins forte. Mais ça reste du hashish et de l'herbe. Et tu vas voir, fais une recherche dans ta ville, tape sur Google, machin, CBD. Hein, voilà, Bordeaux CBD, Lyon CBD, tu vas voir tous les magasins de CBD. À Paris, tous les tabacs tenus par des Chinois vendent du CBD. Oui, parce qu'à Paris, tous les tabacs sont revendus à des jeunes couples de Chinois. Alors là, bon, c'est encore un autre sujet, lié justement au blanchiment d'argent, très certainement, mais c'est une autre affaire. Et donc le CBD, alors les grands producteurs de CBD en Europe apparemment sont les Suisses et le Portugal. Et donc c'est dispatché légalement comme une marchandise légale. Et tu comprends, voilà, il y a ambiguïté, quoi. On en vend dans les magasins, on en vend dans les tabacs. Hein, tu peux me dire que c'est moins fort, c'est quand même du hashish. C'est comme effectivement si on te dit oui, le whisky, c'est 20% d'alcool, nous on vend que du vin à 4%. Ok, mais c'est quand même de l'alcool. Bon, alors donc, voilà pour le business du hashish. Donc tu vois, la racaille, c'est vraiment ils sont vraiment en bout de chaîne, si tu veux. Pour la cocaïne, alors la cocaïne, c'est la spécialité de Gérard Fauré. C'est là où il ne dit pas tout parce qu'il pourrait balancer sur ses fournisseurs, mais effectivement ça ne changerait pas grand-chose. Je pense qu'il se ferait buter et puis c'est tout. Mais fais tes recherches. La cocaïne, donc c'est fabriqué essentiellement en Colombie, hein, à partir de la feuille de coca. Et là tu peux faire tes recherches CIA, Colombie, cocaïne, crack. Hein, le crack est un dérivé de la cocaïne. Et tu verras que s'il n'y avait pas la CIA, il y aurait beaucoup moins de cocaïne à travers le monde. Alors évidemment, Gérard Fauré ne va pas balancer la CIA, le Mossad, etc., qui sont toujours de mèche. Bon voilà, et après il y a l'héroïne, j'essaie d'aller assez vite. Il y a l'héroïne, alors l'héroïne est principalement fabriquée en Afghanistan, hein, le produit de base c'est le pavot, hein, dont on tire aussi l'opium. Et il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, alors justement c'est pour te dire que c'est déjà très ancien cette relation des États et de la drogue, puisqu'il y a eu la guerre de l'opium au 19e siècle, menée par les Anglais, hein, qui n'étaient pas contents parce que les Chinois ne voulaient plus d'opium. Donc il y a eu une guerre, enfin bon, un truc de fou, mais donc si tu veux, voilà, c'était déjà, c'est un classique, si tu veux, que les États s'occupent de la drogue, font du business de la drogue. Tu tapes, hein, guerre de l'opium, Angleterre, Chine, et tu vas voir, hein, c'est hallucinant comme histoire. Donc en Afghanistan, les talibans, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont rasé tous les champs d'opium. Et quand les Américains ont libéré l'Afghanistan des talibans, ils ont fait augmenter de 200% la surface de production de pavot. Et installer les laboratoires de transformation sur place. Ça partait d'Afghanistan, ensuite dans les avions militaires, et ça allait au Kosovo, principalement, hein, qui a été créé par l'OTAN. Bien. Bon, alors en plus, le vice de créer les laboratoires de transformation sur place, c'est qu'ensuite ils en vendent sur place, et maintenant tu as toute une génération d'Afghans drogués. Hein, ça permet de casser des générations, évidemment, et de casser la résistance. Hein. Mais il y a d'autres voies de pénétration donc de cette héroïne via la Turquie et la Grèce, hein, cette frontière. Donc ce sont deux pays de l'OTAN. Via la mafia albanaise, c'est un pays de l'OTAN. Et bon ben voilà quoi. L'héroïne égale OTAN. Cocaïne égale CIA. C'est pareil. Hashish, je te dis, ben voilà, c'est notre ami le roi. Hein, voilà. Ecstasy, alors ecstasy c'est encore une autre drogue puisque là c'est vraiment que de la chimie. On vient de découvrir il y a quelques semaines là, un laboratoire clandestin en Belgique sur une base militaire de l'OTAN. Une base militaire qui stocke une partie de l'arsenal nucléaire américain. Donc a priori qui est bien gardé, tu ne peux pas créer un laboratoire clandestin en douce, entre deux bombes nucléaires. D'accord ? Donc c'est la preuve, bien sûr, que l'OTAN est totalement impliquée dans la production d'ecstasy pour l'Europe. Je t'invite à faire tes recherches.
Et on a aussi donc cette drogue terrible maintenant qui s'appelle le Captagon, qu'on appelle la drogue des djihadistes, et donc qui insensibilise celui qui la prend. Il n'a pas mal, il n'a pas sommeil, et il n'a aucun sentiment. Donc c'est en général des djihadistes sous Captagon qui organisent les grands massacres. Et les djihadistes, tu sais, maintenant sont passés en Ukraine, une bonne partie en tout cas, et ça a été, c'est pareil, dévoilé, c'était la Bulgarie, pays de l'OTAN, et pays tenu par, on peut dire, une mafia, un peu comme en Ukraine. Et donc, c'est la Bulgarie qui fournissait Al-Qaïda et Daesh en Captagon et en armes, mafia de l'armement aussi, comme en Ukraine. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des laboratoires aussi maintenant de Captagon au Moyen-Orient et même en Syrie. Hein, Al-Qaïda a sa propre unité de production de Captagon. Voilà les amis, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a donc un marché qui alimente les racailles de la banlieue, mais c'est vraiment les seconds couteaux de l'affaire, hein, c'est vraiment les gogos de l'histoire. Parce que, comme les jeunes Afghans sous héroïne, ils sont déstructurés, détruits. C'est-à-dire, ils sont donc eux-mêmes victimes de la drogue, ils font de la prison parce que justement ils servent de faire valoir. On dit au peuple français, regardez, on lutte contre la drogue, puisqu'on fout la racaille en prison pour des histoires de hashish. Ils devraient se révolter contre ça, mais c'est très difficile, hein, parce que quand tu es dans la gadoue, tu es dans la gadoue, et c'est bien le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est en haut que se passe le problème. On voit bien là Macron, donc Chirac, donc Gérard Fauré. Écoute Gérard Fauré, hein, je te mets les liens et tu vas voir, tu vas comprendre. Allez, à très bientôt les amis, on lâche rien. Retrouvez la vidéo en entier en cliquant sur le lien ci-dessous. J'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire où des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours, du matin au soir, pour qu'ils crient, pour qu'ils souffrent. Parce que plus les enfants souffrent, et plus l'adrénochrome, le sang des enfants, parce qu'après on leur prend le sang. Tous les soirs, on prend le sang. D'accord? Et on le vend à des riches. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Plus ils souffrent et plus c'est bon. Pour finir en chanson.